Objectif, montrer leur colère au gouvernement ultra-conservateur. Je veux que l'on ait nos droits fondamentaux. Le droit de disposer de notre corps. Le droit de décider de ce que l'on veut faire. En Pologne, ceux qui sont pour et contre cette loi manifestent désormais de façon quotidienne, comme ici devant cette église. Ces images sont celles des manifestations que connaît la Pologne depuis octobre 2020. Elles ont rassemblé des centaines de milliers de personnes qui réclament plus de droits pour les femmes. Et une telle mobilisation, c'était pas arrivé depuis l'indépendance du pays il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi l'avortement a été restreint en Pologne et pourquoi le pays traverse une crise aussi importante. Bonjour à tous et bienvenue sur Factuel. C'est devenu une sorte de routine pour le président polonais de faire la une des journaux du monde entier. Ça fait bientôt 2 ans qu'il a été réélu et il a fait parler de lui surtout avec 2 gros événements. En novembre 2021, il a bloqué des migrants à la frontière avec la Biélorussie, ce qui a provoqué des morts. Et 1 an avant ça, il avait restreint l'avortement, ce qui a aussi provoqué des morts, enfin plus précisément une morte. En septembre 2021, Isabelle, une Polonaise de 30 ans enceinte de 22 semaines, est admise dans l'hôpital de sa ville. Son fœtus est mal formé et sa vie est en danger à cause de cette grossesse. Malgré tout ça, les médecins de l'hôpital refusent de la faire avorter par peur de poursuites judiciaires. Lorsqu'elle meurt le 22 septembre, elle devient officiellement la première victime polonaise de la restriction de l'avortement. 1 an plus tôt donc, le tribunal constitutionnel de Pologne rendait illégal l'avortement en cas de malformation grave du fœtus. C'est cette interdiction qui a causé la mort d'Isabelle et c'était le recours le plus utilisé dans le pays. Depuis cette décision, si vous voulez avorter en Pologne, votre vie doit être en danger ou votre grossesse doit résulter d'un viol. C'est tout, il n'y a aucune autre option possible. Et forcément, cette interdiction n'a pas plu à tout le monde et a provoqué les manifestations que je vous ai montrées en début de vidéo. Même si la situation s'était apaisée avec le temps, la mort d'Isabelle a ravivé l'opposition au gouvernement polonais. Bon, je pense que vous l'avez compris, mais le président polonais Andrzej Duda est loin de faire l'unanimité. Pour faire simple, en Pologne, on peut diviser la population en 2 extrêmes politiques. D'un côté, on a une partie de la population qui est plutôt rurale, très attachée aux valeurs chrétiennes et plutôt âgée. C'est elle qui soutient le président actuel. De l'autre, une Pologne plus urbaine, plus proche des valeurs de l'Union européenne et plutôt progressiste. Évidemment, c'est pas aussi linéaire que ça, mais je grossis le trait volontairement. Et ce qui est assez fou, c'est que cette division, elle se voit absolument partout. Par exemple, là, vous avez le logo qui est utilisé par les défenseurs du droit à l'avortement, et vous pouvez voir des drapeaux à son effigie accrochés un peu partout aux fenêtres en Pologne. Pareil pour celui de l'Union européenne et pareil pour le drapeau arc-en-ciel. Ça peut sembler anodin comme ça, mais en fait, ces drapeaux représentent les 3 causes principales défendues par ceux qui s'opposent au gouvernement polonais. Les droits des femmes, le maintien de la Pologne dans l'Union européenne et les droits des homosexuels. Et si je dis que la division est visible, c'est parce que dans ces mêmes rues, on va retrouver des églises qui diffusent des messages politiques. Par exemple, dans celle-ci, en plein cœur de Varsovie, des tracts anti-IVG sont distribués et des affiches vous invitent à prier pour mettre fin à l'avortement. Là, c'est clair qu'il y a vraiment 2 extrêmes. Ce que je veux vous montrer avec cet exemple, c'est qu'il n'y a aucune demi-mesure. La société se déchire tellement sur les questions d'émancipation des femmes, de religion et d'émancipation des homosexuels que les opinions peuvent juste pas rester privées. Tout le monde doit les afficher et les défendre publiquement. Le but de ce premier épisode, c'est en partie d'essayer de comprendre pourquoi Andrzej Duda a obtenu le soutien de la majorité du pays. On n'est pas là pour juger, mais pour essayer de voir pourquoi autant de personnes ont été séduites par des idées aussi conservatrices et quelles conséquences ça a concrètement sur les femmes en Pologne. Et la première chose à comprendre, c'est la place de la religion dans le pays. Déjà, la Pologne, c'est un des pays les plus homogènes et les plus religieux au monde. Parmi les 38 millions d'habitants de la Pologne, 96% sont d'ethnie polonaise et 90% sont catholiques. Et c'est vraiment énorme pour un pays aussi peuplé. Si vous voulez comparer ça à la France, dites-vous que la Pologne a 2 fois moins d'habitants et pourtant elle a plus de croyants catholiques que la France a de croyants tout court. D'après l'Observatoire de la laïcité, en 2019, il y avait environ 24 millions de croyants, toutes religions confondues en France, contre 34 millions de croyants catholiques en Pologne. Autant de catholiques dans un pays si grand, c'est vraiment un cas d'école et forcément ça donne un pouvoir incroyable à l'église catholique. Et un bon exemple de ça, c'est la messe. Le dimanche matin, les églises sont toujours remplies et manquent même parfois de place. Il y a tellement de monde dans les églises que parfois ils sont même obligés d'installer des chaises à l'extérieur. Bref, tout ça pour vous dire que la religion c'est quelque chose de super important pour une grande partie de la population polonaise. Je vous ai déjà parlé des tracts et des affiches qu'on retrouve dans les églises, mais encore, ça c'est rien. En fait, l'église sait qu'en prenant position sur des sujets de société, elle va orienter politiquement une partie de la population. Par exemple, la restriction de l'avortement a été soutenue par une grande partie du clergé polonais. Et pareil pendant les campagnes présidentielles, l'église donne son soutien à un candidat, et la dernière fois, forcément, c'était Andrzej Duda. Et c'est normal, ce que défend le président correspond en grande partie à ce que défend l'église, et on peut se dire que sans son soutien,
il aurait eu plus de mal à se faire réélire. Le seul problème, c'est que la situation ne peut pas juste se résumer à l'avortement a été restreint à cause des catholiques. Déjà, c'est beaucoup plus complexe que ça, et en plus, ça explique pas pourquoi autant de Polonais sont attachés à la religion. C'est vrai que la Pologne a beaucoup de fidèles catholiques, mais d'autres pays comme l'Italie et l'Espagne ne laisseraient jamais l'Église jouer un rôle politique aussi important. Pour comprendre cette situation, on va s'intéresser à l'histoire. Au premier abord, ça peut sembler bizarre qu'un pays comme la Pologne laisse autant de place à la religion dans sa vie politique et dans sa vie sociétale. Pour que vous compreniez à quel point l'Église a toujours été un pilier pour le pays, je vais vous faire un petit résumé. La France a toujours eu la chance d'être protégée des invasions par ses océans et ses montagnes. Mais la Pologne, c'est un pays plat et aucune frontière naturelle la protège. Comme il n'y a aucune frontière naturelle qui la protège, c'est beaucoup plus simple pour ses voisins de l'envahir facilement. Déjà, le premier roi polonais, Mieszko Ier, s'est fait baptiser en 966 et a entraîné avec lui la conversion de tout le pays. En plus de marquer la naissance officielle du pays, ce baptême a permis à la Pologne d'être protégée par le Vatican. Et ça tombe plutôt bien parce qu'à cette époque, le voisin direct de la Pologne, c'est le Saint-Empire romain germanique. Autant vous dire que dès le début, la conversion du pays au catholicisme lui permet d'être protégé du Saint-Empire germanique. Plus tard, en 1795, la Pologne disparaît des cartes. Sa culture est censurée, son peuple et son territoire sont partagés par trois puissances, et son identité ne survit que grâce aux églises. Cette disparition, c'est vraiment quelque chose de très marquant dans l'histoire polonaise. Pendant plus de 120 ans, plusieurs générations se sont succédées, sans pouvoir faire exister leur culture autrement que par la religion. Finalement, la Pologne est recréée en 1918, mais redisparaît quelques années plus tard. En 1939, elle est annexée par l'Allemagne nazie, et finit par être libérée par l'URSS en 1945. De cette date à 1989, la Pologne est contrôlée par l'Union soviétique qui a appliqué une politique anti-religieuse très violente partout, sauf en Pologne. Au fil de l'histoire, le catholicisme s'est lié à la culture et à l'identité du pays. L'Église en Pologne est si importante pour la population et si puissante que l'Union soviétique refuse de s'y attaquer. Et du coup, les églises sont les seules à échapper au contrôle du parti communiste et permettent encore une fois à la culture polonaise de survivre. Si je vous dis tout ça, c'est vraiment pour que vous voyez à quel point l'Église est présente à tous les moments de l'histoire du pays. Et la dernière fois que l'Église a joué un rôle aussi important pour le pays, c'était lors de son accession à l'indépendance. Pour vous remettre dans le contexte, en 1978, Jean-Paul II devient le premier pape polonais de l'histoire. Son élection a été un événement complètement fou et a provoqué une vague de fierté nationale dans tout le pays. De cet engouement est né en 1980 le syndicat catholique Solidarność. Et 9 ans plus tard, c'est ce syndicat qui permet au pays de retrouver définitivement son indépendance, 2 ans avant la chute de l'Union soviétique. Je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais au moins ça vous permet de voir à quel point l'Église est présente à tous les moments clés de l'histoire de la Pologne. Si une partie du pays est aussi conservatrice, c'est parce que l'Église est là depuis le Xe siècle, et pour beaucoup, s'opposer à l'Église, ça revient à renier son histoire, sa culture et son identité. Et dans tous les cas, même si c'est plus lent qu'ailleurs en Europe, l'Église perd petit à petit son emprise. Elle a enchaîné les scandales de pédophilie, elle a joué un rôle dans l'interdiction de l'avortement, et ceux qui sont nés après l'indépendance ne l'ont jamais vraiment associé à quelque chose de forcément bénéfique pour la société. Tout ça, ça amène cette nouvelle génération à de plus en plus s'opposer à l'Église. Elle fait le constat d'une Pologne qui n'est plus menacée par ses voisins, et qui n'a plus besoin du rôle protecteur de l'Église. Même si c'est un phénomène assez récent, c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans le pays. Et on peut imaginer qu'aux prochaines élections présidentielles en 2025, un nouveau parti arrive au pouvoir. Mais en attendant, la quasi-interdiction de l'avortement va rester une réalité pour les femmes polonaises et va avoir d'énormes conséquences sur leur vie. Comme partout dans le monde, légal ou non, l'avortement c'est une réalité. Et j'ai voulu savoir comment ça se passait concrètement. Comment font les Polonaises pour avorter? Comme il y a très peu d'infos sur la pratique de l'avortement en Pologne, j'ai demandé de l'aide à Kamila Ferenc, une avocate polonaise spécialisée dans le droit des femmes. I am the lawyer for the Federation and Women Family Planning. I advise legally women who approach us for help. I write reports about the situation in Poland and the state of human rights violations. Pour commencer, la solution la plus évidente pour mettre fin à une grossesse non désirée, c'est la pilule abortive. Those abortion pills are 100% efficient. Abortion pills cost around 75 euros. But if you write to the organizations such as Women on Web or Women Help Women that you don't have any money, then they can send you a package free of charge. C'est une solution complètement légale. La Pologne interdit la vente de ces pilules, mais pas leur utilisation. Donc en gros, on peut acheter à l'étranger ces pilules pour une consommation personnelle. When it comes to early stage of pregnancy, abortions are made most of all at home. Women, girls
order abortion pills from foreign organizations, and they take them at home. They have miscarriage, because this is how those pills work. La pilule abortive, c'est la première solution à une grossesse non désirée. Mais le problème, c'est qu'après 12 semaines de grossesse, c'est plus une possibilité. After this period, they most of all go abroad to clinics in Germany, the Netherlands, the Czech Republic. Partir à l'étranger pour avorter, honnêtement, c'est plutôt une bonne option. Les soins sont souvent de meilleure qualité qu'en Pologne, et en plus, il y a plein d'organisations étrangères qui accompagnent les femmes polonaises qui viennent avorter. Especially that in every of mentioned countries, there is a collective, helpful collective, which is aimed at supporting women in having abortion abroad with providing them accommodation, translation, and some other emotional support. Seulement, c'est contraignant et c'est cher, vraiment très cher. Partir à l'étranger pour avorter, ça coûte en moyenne 3 à 4 fois le salaire moyen d'un Polonais. The cost is around 500,000 euros. Yeah. And the stay at the hospitals last around a couple of days. Encore une fois, c'est une solution qui est légale. La Pologne ne peut pas poursuivre quelqu'un qui va avorter dans un pays où c'est autorisé. Je vais pas vous parler des cliniques illégales parce que de ce que j'ai vu et de ce que Camilla m'a dit, c'est plutôt rare, et je vais plutôt vous parler de la dernière option laissée aux femmes polonaises, l'avortement légal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'avortement est légal en Pologne sous 2 conditions. Soit la grossesse résulte d'un viol, soit la vie de la femme est en danger. Et pour la deuxième option, le danger pour la vie de la femme doit être prouvé avec un certificat médical. In order to prove that woman has a threat to her physical or mental health, she needs to go to the doctor, and it all depends on a doctor. If a doctor has some anti-choice point of view, then it is very difficult for her to prove such. Because once the doctor is against abortion, then he or she is against every way, every instrument that could make it easier for women to access abortion. L'avis personnel du médecin, qui est censé dire si oui ou non la vie de la femme est en danger, a un impact énorme. En fait, il a la possibilité de faire passer ses opinions personnelles avant la santé de sa patiente, et c'est vraiment quelque chose qui arrive très souvent. But we as an NGO, as an organization, Federation for Women and Family Planning, we recommend psychiatrists or gynecologists who we know are professional and who care for women's rights and for women's health. Même si la fédération permet de contrer ce problème, il faut se renseigner, et beaucoup de femmes vont voir leur médecin traitant habituel et on leur refuse à tort leur certificat. Most hospitals in Poland deny to perform abortion, even if there is legal ground and certificate from psychiatrists, for example. But there are few hospitals who accept such certificates and provide medical care of very high quality and look after women and their patients. And sometimes it happens when women go to her local hospital that it's not recommended by us, she can face malpractice, wrong treatment, or just sometimes she's humiliated and the personnel is not kind or sympathetic. Si je vous décris tout ce processus, c'est pour vous montrer que même quand une femme a légalement le droit d'avorter, c'est un vrai parcours du combattant. Et en plus de tout ça, une femme qui recourt à une de ces solutions ne peut pas être poursuivie légalement, mais par contre, ceux qui l'aident peuvent l'être. Si un proche d'une femme qui avorte l'aide ou l'encourage à le faire, théoriquement, il risque des poursuites judiciaires. Of course, giving mental support, emotional support cannot be prosecuted anyway, but still, this is a situation when a pregnant woman is not prosecuted herself, but is afraid that somebody else will be if her partner, for example, or her friend will be involved in her abortion. Pour conclure, je pense qu'on peut dire qu'avorter en Pologne, c'est vraiment une épreuve. Ce qui ressort de tout ça, c'est que même si la situation va sûrement évoluer dans les prochaines années, pour l'instant, beaucoup de femmes vont être condamnées à subir leur grossesse au risque de leur vie, exactement comme Isabelle. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de Factuel, j'espère que ça vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Et pour info, toutes les sources sont dans la description, et ce qui ne l'est pas, ça veut dire que c'est soit mon expérience personnelle, soit des témoignages que j'ai recueillis. Si ça vous a plu et que vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant et en aimant la vidéo. C'était Anatole pour Factuel, portez-vous bien et à la prochaine.